Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire qui est un partenariat entre Médéré et DocPilot. J'espère que vous nous voyez bien, que vous nous entendez bien. N'hésitez pas à mettre un petit mot dans le chat si jamais il y avait des soucis techniques. Donc moi, je suis le docteur Noémie de Paris, je suis médecin généraliste et je suis aussi coordinatrice pédagogique de Médéré. Médéré, c'est un organisme de formation continue qui a pour vocation de former les professionnels de santé dans leur formation continue, donc pour continuer à se former tout au long de sa carrière. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur dans mon activité à la fois de médecin et de coordinatrice pédagogique. Et donc, ce soir, on a fait un partenariat avec DocPilot puisque, on se rend bien compte que dans nos activités, professionnelles de soignants, il y a des choses bien plus larges, à voir, au-delà de l'activité de soigner et la e-réputation en fait partie. C'est devenu maintenant un incontournable puisque, bah, on sait qu'à peu près, 8 patients sur 10 vont aller voir, sur internet, se renseigner sur nous avant même de venir nous voir les commentaires qui ont été mis, voir, un peu ce qu'ils trouvent sur internet sur nous. Donc voilà, pouvoir, bah, gérer un petit peu, ce qui peut être dit, sur nous en tant que professionnels de santé, pour aussi amener une relation, de confiance et de qualité avec les patients. Ça nous semblait important, de faire ce webinaire avec DocPilot. DocPilot a été fondé par Georges. Je vais donc laisser la parole à Georges pour se présenter et puis nous présenter DocPilot et la e-réputation. Merci beaucoup Noémie et bonjour à tous. Du coup, je suis ravi d'être là, pour, vous présenter, ce sujet. Je vais d'abord commencer par, un petit peu, me présenter. Qui je suis? Je effectivement, comme l'a dit Noémie, j'ai fondé, DocPilot il y a plus d'un an. C'est une entreprise qui aide les professionnels de santé à optimiser leur réputation, Google. Et mon rapport à la santé, pourquoi est-ce que je me suis mis, sur ce sujet particulièrement? Je suis issu d'une famille, médicale, j'ai grandi dans un environnement, très santé. Mon père est ORL, ma mère est pharmacienne, ma sœur est ophtalmo, ma femme est orthodontiste. Tout ça pour dire que, voilà, je suis complètement immergé, dans ce milieu, depuis que je suis tout petit. Hem Et du coup, pourquoi, Doc Pilote? C'est pour répondre à la frustration des médecins, face aux avis en ligne que j'ai pu observer par moi-même et souvent qui reflètent pas vraiment, la réalité. Trop souvent, il y a que les patients qui sont mécontents, qui prennent le temps de laisser un commentaire de manière, proactive, alors que, les patients satisfaits, eux, ils vont rester silencieux, et généralement, ils sont plus nombreux. Donc c'est essentiel de les encourager, à témoigner de manière proactive. Et donc j'ai développé, DocPilot, dans cet objectif. Ça va inciter les patients satisfaits à témoigner pour rééquilibrer, ce système, biaisé. On va venir remettre de la bienséance dans la relation, praticien, patient, en incitant les patients, insatisfaits à venir en parler, directement avec le professionnel de santé plutôt que d'aller directement, mettre, un avis, négatif, sur Google. Et donc voilà. C'est tout pour ma part sur la partie, présentation. N'hésitez pas à interagir avec vos questions dans le chat, dans les questions, tout au long de la présentation. On les prendra à la fin, mais au moins c'est bien que quand vous y pensez, vous les mettez. Je crois qu'il y a des systèmes exprès pour les questions et sinon vous mettez dans le chat. Ouais, vous pouvez mettre dans le chat et puis comme ça, moi, je référencerai de toute façon toutes les questions, je synthétiserai et on les prendra effectivement à la fin. Voilà. Du coup, le plan de la présentation, ça va s'agencer en 3 parties. D'abord, on va regarder dans un premier temps l'impact des avis en ligne sur votre activité et votre réputation. Pourquoi est-ce que c'est important, hein? Ensuite, on va voir les stratégies pour encourager vos patients, satisfaits à laisser un avis, positif. Et enfin, on va aller regarder, les bonnes pratiques pour gérer et répondre efficacement aux avis négatifs parce que vous ne savez pas forcément toujours comment vous y prendre. On est souvent pris de court lorsque, on se prend, un avis négatif, c'est jamais très agréable. Donc sans plus attendre, je passe à la première partie. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement, les avis sont hyper importants dans la pratique. Ça peut avoir énormément, d'impacts différents et là, on va donner quelques stats, un petit peu pour garder ça. Heu, A priori, il y a 66 des patients qui vont consulter les avis en ligne avant de choisir un médecin. Donc là, on est quand même sur des chiffres qui sont énormes. C'est des pratiques,
qui augmente. Évidemment, ça n'a pas toujours été le cas, mais aujourd'hui, on est vraiment, à l'ère du numérique avec des gens de plus en plus jeunes, de plus en plus avertis, qui ont l'habitude, en fait, de plus en plus de se dire: «En fait, je regarde où est-ce que je vais». Et donc les pratiques, elles changent et aujourd'hui, on est effectivement sur des proportions qui sont énormes de gens qui vont aller consulter les avis. Faut aussi avoir conscience que les gens, ils ont de plus en plus confiance, pardon, en les avis. Ça fait partie de leur quotidien de manière générale d'avoir effectivement des avis sur tel ou tel, service, et donc on a 71 des patients qui font confiance aux avis en ligne, sur les professionnels de santé et c'est même particulier parce qu'en fait, on va même avoir 61 des patients qui privilégient les avis en ligne aux recommandations personnelles ou familiales. Donc ça, c'est hyper intéressant parce qu'on est en train de se dire quand même que, bah, effectivement, le bouche à oreille, c'est hyper important. Mais en fait, parfois et manifestement le plus souvent, les gens vont se dire: «OK, mais peut-être que mon proche, il a eu telle expérience, peut-être qu'il est biaisé ou peut-être que ça a été exceptionnel, mais je vois que la majorité des gens, en fait, qui s'expriment sur internet et ben, en fait, ils ont tel avis». On va avoir plus confiance dans ces avis, en ligne. Et enfin et là, c'est aussi, hyper important à comprendre, c'est que 10 à 20 des patients seraient susceptibles de renoncer à un rendez-vous après avoir découvert des avis négatifs en ligne. Donc là, on voit l'impact de l'avis négatif et il est direct. C'est-à-dire qu'on voit vraiment que concrètement, bah, vous pouvez avoir des gens, qui vont prendre un rendez-vous et qui derrière, du coup, pourraient annuler leur rendez-vous. Donc ça montre effectivement, l'influence des avis en ligne sur la perception, que les patients vont avoir de vous. Et donc ça peut être particulièrement, frustrant parce que vous avez investi des années à bâtir votre réputation sur la qualité de vos soins, la relation avec votre patient, la relation avec vos confrères, le bouche à oreille, mais pourtant, bah, à l'ère du numérique et votre image, dépend aussi énormément des avis en ligne. Et donc on va voir un petit peu, plus précisément, donc les enjeux et effectivement les impacts. Là, on a vu des statistiques. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire concrètement que, heu alors, les avis en ligne, vont effectivement permettre l'acquisition de nouveaux patients. Ça, c'est particulièrement vrai, dans, le sujet de début d'activité parce qu'effectivement, on sait, pour, plein de raisons, très spécifiques à la France, que, l'acquisition n'est pas forcément un problème pour beaucoup de gens qui sont déjà installés depuis un moment pour des raisons, parce qu'il y a Doctolib aujourd'hui, parce qu'il y a le numerus clausus, parce qu'il y a plein d'autres facteurs qui font que aujourd'hui, un praticien qui est installé depuis un moment, il n'a pas forcément ces problèmes d'acquisition, mais c'est quand même un sujet pour pas mal de professions. En fait, ça va dépendre aussi, de la spécialité, bon, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça dépend, pour qui. Hem et donc ça du coup, comme ces avis vont influencer le choix des patients, donc de nombreux patients, potentiels se fient aux avis et pour sélectionner leur praticien. Donc là, on va avoir une grande majorité, qui vont considérer ce facteur comme déterminant. Il y a un autre sujet, c'est que les moteurs de recherche comme Google, heu, bah, ils vont prendre en compte les avis pour classer, pour, référencer au mieux, les professionnels de santé. Donc plus vous avez des avis positifs, plus vous avez une bonne réputation et des bons avis positifs, plus vous serez visible, plus vous allez remonter. Donc il y a ce sujet d'acquisition à la fois parce qu'on va avoir des patients qui vont se dire: «Bah, tiens, il a une bonne réputation, je vais y aller parce que je l'ai trouvé», mais on a aussi le fait parce qu'ils vont plus tomber sur vous tout simplement, par Google. Maintenant, il y a évidemment ce sujet n'importe pas, tout le monde parce que voilà, comme on l'a dit, l'acquisition, c'est pas un sujet pour tout le monde et c'est pas que le sujet. Il y a aussi le sujet que j'ai mentionné avant qui est la réduction qui est le fait que ça engendre des annulations et donc le fait de faire attention à sa réputation, en ligne, a un impact sur la réduction, des annulations. Donc du coup, on peut avoir des nouveaux patients qui ont pris un rendez-vous sur Doctolib et qui en fait, vont ensuite consulter les avis et qui vont, bah, du coup, renoncer à leur rendez-vous. Ou alors on va avoir des patients historiques qui vont potentiellement perdre confiance, en découvrant potentiellement des attitudes ou des choses sur internet. Heu, donc heu, donc voilà, enfin le dernier point, c'est que nous, ce qu'on a pu observer énormément, bah, avec, notre activité en étant en contact, de
des praticiens et de leur rapport avec ces avis en ligne, c'est qu'une bonne réputation en ligne a un énorme impact sur le quotidien des praticiens. Ça offre un cadre de travail qui est beaucoup plus serein et valorisant lorsqu'il y a justement des bons avis. On va rentrer dans le détail un peu plus par la suite. Effectivement, pourquoi est-ce qu'on dit ça? Pourquoi est-ce qu'on dit que ça a un impact direct? Parce qu'on va avoir donc des patients qui sont, plus confiants et sereins. Les patients, ils vont arriver rassurés en consultation, ils ont vu les avis, ils ont vu qu'il y a énormément de gens qui sont qui ont validé en fait, le ce médecin. Ils vont arriver donc sereins et confiants. Ils vont s ils savent qu'ils sont entre de bonnes mains et donc la conséquence de ça, c'est qu'il y a vraiment une tranquillité d'esprit, ça instaure un climat apaisé et ça rend la consultation beaucoup plus fluide et agréable. Aussi bien pour lui que pour vous. Donc ça veut dire que derrière, il y a un vrai gain de temps et de confort pour vous et pour le patient parce que, bah, lui, comme il est pas dans la crainte, bah, d'abord il se sent mieux, il est plus détente, mais aussi il va peut-être être beaucoup moins dans les questions, «Et pourquoi?» et cetera, parce qu'il vous fait beaucoup plus confiance aussi. C'est aussi un boost de motivation, et de satisfaction personnelle et en fait, c'est intéressant parce on a pu observer les 2 choses. On a pu observer à quel point les avis négatifs vont démoraliser des professionnels de santé. Et en même temps, on voit à quel point des avis positifs, ça leur donne le boost et ils sont vraiment contents et revalorisés dans leur pratique. Donc ça renforce leur motivation, ça leur permet, aussi de prendre du recul, de se recentrer sur l'essentiel, de se dire: «Bon, en fait, voilà, majorité des gens quand même qui sont satisfaits», ça vous donne un bien-être, et ça vous encourage à être beaucoup plus impliqués et assidus. Donc ça, c'est vraiment un cercle vertueux parce que plus heu vous avez une «bonne pratique» entre guillemets, plus vous allez avoir des bons avis, ça va vous motiver à avoir encore une meilleure pratique et cetera. Heu et hem et ce qui est intéressant aussi avec les avis, c'est que c'est aussi un indicateur précieux pour valider vos choix. Enfin, un indicateur précieux dans vos choix de votre pratique, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que bah, vous allez avoir des retours concrètement, qui soient, mauvais ou bons, et dans les 2 cas, ça va vous permettre de vous améliorer. Soit parce qu'on va vous souligner des choses qui sont bien et qui vont vous permettre d'insister sur ces choses-là, soit parce qu'effectivement, bah, dans des avis un peu plus négatifs et nous, on va voir comment potentiellement on peut essayer d'avoir ces retours d'expérience sans que ça, pénalise votre réputation en ligne. En tout cas, ces avis négatifs, ils vous permettent aussi de souligner et d'identifier les problèmes que vous pouvez avoir dans votre pratique. La fiche Google. Alors, vous devez, sûrement, la connaître. C'est ce qui apparaît, en premier lorsqu'on tape votre nom, dans Google. C'est en haut, des résultats, sur le côté de l'écran, à droite, et c'est là que figurent vos informations, professionnelles, et les avis de vos patients. Donc ça va ressembler un petit peu à ce que vous voyez ici, sur l'écran. Vous allez avoir votre nom, vous allez avoir votre note, le nombre d'avis. Si vous cliquez sur avis, vous allez avoir la liste des avis et toutes les informations. Hem Donc la note qui est exprimée sur 5, et de nos jours, en fait, votre fiche Google, ça devient votre vitrine. En fait, il faut vraiment avoir conscience que c'est très souvent la première impression de vos patients, avant même, qu'ils aient un premier contact avec vous, bah, ça va être, votre fiche Google qu'ils vont voir. Hem, donc voilà, c'est hyper important. Maintenant, malheureusement, bah, ces avis ne reflètent pas toujours la réalité. C'est à double tranchant, c'est-à-dire que bien utilisé, bah, ça peut clairement booster votre pratique, mais mal géré, ça peut vraiment, bah, fausser l'image que ça renv que qui est renvoyée, pour vous et devenir un frein. Donc les caractéristiques d'une bonne, page Google. Alors, l'essentiel pour une page Google, en vrai, c'est que vous soyez à l'aise avec votre page, qu'elle soit pas une source de stress et surtout, qu'elle inspire confiance aux patients. Maintenant, dans les faits, la page Google, bah, il y a quand même des pages Google qui sont plus solides que d'autres et qui du coup, heu, vraiment qu'est-ce que c'est vraiment qu'une bonne page Google d'un point de vue plus objectif? Alors généralement, ça va être une note globale qui est élevée, entre 4,8, et 5. Maintenant, il faut avoir conscience que la note ne fait pas tout parce que si vous avez une note avec, très, très peu d'avis, ça a pas beaucoup de valeur et on verra aussi l'impact, de ça, en quoi est-ce que c'est pas très solide. Hem Des avis donc du coup qui sont accompagnés de commentaires, donc pas seulement des notes, parce qu'effectivement, je ne sais pas si vous le savez, mais sur Google, on peut simplement noter sans laisser un commentaire. Mais du coup, ça a beaucoup plus de valeur, quand on a vraiment une fiche qui a beaucoup de commentaires détaillés avec, des vraiment des informations que donnent les patients.
Ça permet aux futurs patients de se projeter, d'être rassurés, donc on n'est pas seulement sur la note et surtout, des avis, qui sont réguliers et nombreux. Alors réguliers pourquoi? Réguliers, parce que ça permet de garantir une représentation actuelle de votre pratique, mais aussi dynamique. On sait qu'elle est récente, que c'est des avis récents, donc ils sont fiables et on voit que, bah, il y en a beaucoup, donc on montre le dynamisme un petit peu de cette activité. Hem et aussi, c'est très important parce que ça permet de reléguer, les avis négatifs un peu à l'arrière-plan, parce que vous avez des avis potentiellement positifs qui arrivent en continu, ça on le verra aussi, par la suite. Nombreux, c'est aussi très important parce que, ça permet d'être moins vulnérable aux fluctuations. Ça veut dire que lorsque vous avez un avis négatif, et ben, les avis positifs vont venir compenser, et surtout si vous avez beaucoup d'avis positifs et ben, en fait, ça sera beaucoup plus difficile, de soit de faire baisser votre note, soit tout simplement, bah, de rendre l'avis négatif, visible. Voilà, donc j'espère maintenant que vous avez quand même une bonne idée, des enjeux liés à l'e-réputation. Je pense que tout le monde est allé voir sa fiche Google, du coup, pendant ce temps-là. Alors, juste pour que vous ayez une idée, nous, chez DocPilot, on a développé un outil, de simulation interactive qui permet en fait d'évaluer, la solidité, on va dire, d'une fiche Google, et de voir à quel point on peut potentiellement la faire évoluer. Il faut savoir qu'il y a 3 paramètres intéressants, à identifier. Il y a la note actuelle, le nombre total d'avis actuels et le flux de patients que vous recevez quotidiennement. Et à partir de là, on va être capable de dire: «Bah, OK, à quel point est-ce qu'on peut facilement, augmenter la note, et donc ça, je vous dis ça pas par rapport à nous, ce qu'on fait chez DocPilot, mais pour savoir aussi à vous, qu'est-ce qui va faire que potentiellement vous pouvez facilement agir sur cette note. Donc, je peux vous donner un exemple, une note de 5 sur 5 avec seulement 4 avis, bah, ça peut chuter à 4,5 avec seulement 3 avis négatifs. Ça montre à quelle la fragilité potentielle d'une fiche qui a peu d'avis, même si elle a une bonne note. Maintenant, quelles sont les recommandations pour avoir une réputation solide? Alors, ça va pas être la même chose pour un praticien indépendant et pour un centre médical, ou cabinet, avec, plusieurs confrères. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a un flux de patients qui n'est pas le même et plus il y a de patients, bah, plus il y a un potentiel à avoir des avis et donc à devoir le solidifier et donc pour un praticien indépendant, il faudrait viser entre 60 et 70 pour permettre d'amortir, les variations de notes mais à un flux qui est, correct, c'est-à-dire qu'il faut quand même l'entretenir. On va le voir après, c'est toujours important de continuer d'entretenir sa fiche. Pour un centre médical, un cabinet, on va plutôt viser minimum, de 120-130 avis. Hem, mais donc comme je disais, en fait, c'est hyper important de continuer à gérer sa fiche. C'est pas parce qu'on a atteint ses objectifs qu'on est bon et que du coup on peut ne plus se soucier, de sa fiche Google. Parce qu'en fait, si vous arrêtez de l'entretenir, ça veut dire que vous allez laisser la place à des flux négati à des avis négatifs, parce qu'il faut se rappeler que c'est seulement les personnes qui sont mécontentes qui vont de manière proactive laisser un avis. Donc vous, il faut toujours aller tirer, aller chercher les avis positifs, et le fait est aussi que si, bah, si du coup vous ne faites rien, non seulement, bah, vous allez avoir seulement les avis négatifs qui seront visibles comme derniers, avis et donc ça va être les plus visibles, mais en plus de ça, à force, bah, s'il y en a suffisamment, ça va faire, baisser votre note. Hem, du coup, pourquoi est-ce que les avis négatifs prendraient le dessus? Bon, j'ai un peu spoilé, parce que je l'ai un peu dit, juste avant, mais effectivement, Google va mettre. Alors ce que j'ai pas vraiment, si je l'ai un petit peu dit, mais Google va mettre en avant les avis les plus récents. Donc si vous faites rien, effectivement, bah, les avis les plus récents vont toujours être les avis, négatifs puisque de base, il y a qu'eux qui laissent des avis de manière proactive. Il faut avoir conscience que si vous générez plus d'avis positifs, un ou 2 avis négatifs récents peuvent avoir un impact important sur votre image et donc à terme, ça va changer votre note, c'est ce que je vous disais juste avant. Heu, donc l'objectif ici, c'est pas seulement de cumuler des avis, c'est vraiment d'avoir une réputation qui est solide, et authentique et durable. C'est-à-dire que non seulement on a envie que votre note, elle soit, solide, c'est-à-dire que quand il y a des avis négatifs et ben ça va pas la faire bouger, ça va pas la faire diminuer, mais aussi on a envie que
bah, vos patients satisfaits parlent et dans la majorité des cas, nous, c'est ce qu'on voit avec nos clients. Dans la majorité des cas, la majorité des patients sont satisfaits. C'est juste qu'effectivement, bah, si on les sollicite pas, ils le mettent pas et donc on a envie que ça soit plus proche de la réalité, c'est-à-dire que ces patients satisfaits puissent s'exprimer, donc plus authentique. On va passer à la partie 2 du coup, c'est quelles vont être les stratégies, heu, pour bien, encourager les avis positifs. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire et la chose la plus, évidente quand on y pense, ça va être le fait de demander directement, en fin de consultation. Donc, par exemple, après une consultation ici, sur laquelle vous sentez que le patient il est satisfait, voire même mieux, qu'il se sent reconnaissant parce que vous l'avez soigné, bah, vous pourriez potentiellement lui dire, bah, voilà, lui glisser: «Si vous êtes satisfait, n'hésitez pas à laisser un avis positif sur Google, je vous en serais très reconnaissant». Alors, il y a plusieurs choses à noter sur cette approche. D'abord les le positif. Le positif là-dessus, c'est que ça ça peut pas mal fonctionner dans le sens où il y a vraiment cette relation de il y a le côté humain en fait qui va faire que, bah, la personne va vouloir elle est reconnaissante, elle va vouloir le faire et cetera et c'est bien, vous le demandez directement. Maintenant, c'est quand même assez limité sur d'autres aspects parce que, bah, d'abord, c'est souvent difficile pour le praticien, de le demander, ça peut être un peu gênant, il y a une crainte du jugement, choisir la mauvaise personne. Est-ce que vraiment cette personne va me laisser un bon avis? Donc ça, on en a tout à fait conscience. Vraiment, la demande, elle est pas facile, du côté praticien. Et aussi, de toute façon, en termes d'efficacité, bah, le patient, une fois rentré chez lui, bah, il a d'autres préoccupations. Ils oublient souvent de laisser un avis. La vie reprend son cours, et donc bah, la sollicitation, elle perd un peu en impact parce qu'en fait, vous lui avez demandé, mais là, il pouvait pas le faire tout de suite et du coup, bah, généralement, c'est un petit peu perdu. Donc l'idéal, c'est de solliciter le patient au moment où il est le plus enclin à donner son avis. Donc généralement, ça va être le soir, ça va être, chez lui, à tête reposée, là où il est disponible directement pour rédiger un avis et donc nous, on va essayer de maximiser, les chances pour qu'il soit dans ces conditions. Alors, une autre, petite technique, qui peut être couplée d'ailleurs avec la première, c'est l'affichage de QR code. Donc, l'idée ici, c'est de mettre alors des espèces de donc QR code, vous savez tout ce que c'est, je pense, mais c'est une image, avec votre téléphone, vous allez la scanner, ça va vous rediriger en ligne directement vers une page et là, en l'occurrence, c'est vers la page Google pour que les personnes puissent laisser un avis. L'idée, c'est qu'ils puissent le faire tout de suite. Donc on le met sur la soit en file d soit en salle d'attente pardon, soit, sur le bureau et effectivement la facilitation, c'est que si potentiellement vous sollicitez votre patient, et ben, il peut tout de suite scanner et potentiellement tout de suite le faire. Maintenant, les limites, c'est que, bah, déjà, il faut quand même encore le solliciter parce que si vous le sollicitez pas, et que vous espérez simplement que tout seul il va faire, son scan, bah, en vrai, il dans la majorité des cas, il va pas le faire. Ensuite, bah, si vous le sollicitez ou pas, enfin, quoi qu'il arrive, il faut qu'il ait temps de le faire maintenant et imaginez-vous dans la situation où vous êtes en train de partir, de laisser partir votre patient, vous lui dites, bah, voilà, n'hésitez pas à scanner, le QR code, mais en fait, vous devez passer au patient suivant, lui, il doit partir, en fait, il va pas avoir le temps de le faire là comme ça et en général, bah, en fait, il le scanne pour potentiellement le faire plus tard et au final, bah, en fait, on revient sur le sujet de, bah, ils oublient, ils ont pas que ça c'est pas leur priorité et généralement, bah, ça arrive qu'ils le fassent, mais c'est pas hyper efficace. Alors, une autre approche, qui là, on monte crescendo dans l'efficacité, hein, à chaque fois, c'est de former vos équipes. Donc déjà, l'idée, c'est d'impliquer un peu, votre personnel pour qu'il rappelle aux patients l'importance, des avis. Ce qui est bien, c'est que, bah, toujours un petit peu comme la première approche, c'est qu'il y a toujours ce lien humain qui est quand même clé, hein, dans l'engagement des patients, un humain qui vient effectivement, demander, expliquer, donc c'est toujours bien cette relation humaine. Maintenant, les limites, elles sont d'une part organisationnelles. Il faut que, bah, effectivement que votre équipe, elle pense à demander aux patients de laisser un avis, et puis Heu, la plupart du temps, en fait, on va avoir besoin d'un message de rappel, qui doit être envoyé manuellement après la consultation, et puis ça peut être très mal exécuté parce que potentiellement le mail il est, pas hyper bien fait, il manque de tact, de professionnalisme. Donc tout ça, ça demande de la formation, ça demande à être organisé, et quand je dis organisé, c'est aussi des questions de, bah, qui va s'en charger? Quand est-ce qu'il faut demander au patient et comment?
Et surtout, si on n'a pas d'automatisation, bah, tout ça, il faut le gérer à la main. C'est hyper chronophage, ça prend énormément de temps à vos équipes. Donc, je suis pas en train de dire que, bah, du coup, c'est pas faisable. C'est faisable et personnellement, j'ai rencontré, plusieurs, praticiens qui géraient très, très bien leur réputation. Ils le font comme ça, ils ont très bien organisé leurs équipes, et ça se fait. Mais c'est pas évident, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Il faut avoir conscience que ça va prendre du temps à vos équipes, heu et donc voilà. On rentre, là sur des questions d'efficacité. Comment est-ce qu'on va rendre la conversion plus efficace? Et quand je dis ça, ça veut dire: «OK, on envoie un mail, c'est bien, mais comment on va s'assurer que la personne à qui on envoie un mail, elle mette bien un avis?» Et ça, c'est aussi des pratiques qui sont mis en place par des praticiens et pour lesquels ça marche très bien. Quelque chose qui marche très, très bien, c'est l'envoi de mails ultra ciblés. Donc ça veut dire qu'on va vraiment prendre le temps de faire un mail spécifique à une personne spécifique et donc chaque email est personnalisé. Donc là, en fait, on va vraiment choisir ses patients parce qu'on n'a pas le temps de les envoyer à tout le monde et on va le choisir. On sait que tel et tel patient, théoriquement, ils sont hyper contents et donc on veut en profiter pour essayer d'avoir des bons avis. Il faut le faire, hein, c'est une très, très bonne pratique. Vous savez qu'un tel est satisfait, bah, c'est bien de lui envoyer, un mail hautement personnalisé. Quand vous éc Donc l'idée, c'est d'écrire vous-même le mail, hein, parce que la relation, elle est faite particulièrement avec vous, avec le praticien. Évidemment, un patient que vous savez qui va être, que vous sentez satisfait. Heu, Avec qui vous avez un bon contact et l'idée, c'est de commencer par un mot gentil plutôt sur sa santé, pas forcément tout de suite rentrer sur le sujet, des avis, mais ensuite, lui demander. Donc il y a plusieurs cas, soit vous lui en avez déjà parlé oralement et dans ce cas-là, c'est une simple relance. Vous envoyez le mail, vous lui dites: «Bah, voilà, j'espère que vous allez mieux ou que ça se passe bien et cetera. Au fait, est-ce que vous avez eu le temps de laisser un avis comme on en a discuté?» et cetera. Soit vous en avez pas parlé, dans ce cas-là, même chose, mais à la fin vous dites: «Au fait, si vous avez, 5 minutes pour nous laisser pour laisser un avis Google, ce serait génial». Donc ensuite ça, vous pouvez l'envoyer par mail, par SMS, et derrière vous pourrez vérifier s'il a laissé un avis et potentiellement le ressolliciter. Hem, alors les avantages et les inconvénients de cette approche. Donc les avantages, c'est que comme c'est personnel, c'est vraiment quelque chose qui a été très personnalisé. Le patient, il perçoit vraiment une attention particulière, il se sent valorisé, et ça favorise vraiment une réponse, positive. Donc il y a un bon ton de conversion, c'est ce que je vous disais, heu et plus votre message est bien formulé, plus vous allez avoir de l'impact. Par contre, et ça c'est évident, ça va être chronophage, donc vraiment ça demande du temps de votre temps, d'essayer de réfléchir à faire le meilleur mail, même s alors vous allez certainement avoir des templates et cetera, mais mine de rien, même ça va prendre du temps et surtout ça manque de volume. Parce qu'il faut avoir conscience ici que vous allez réussir à attraper quelques avis. Mais si déjà vous êtes dans cette logique de vraiment sélectionner très particulièrement des patients, c'est que potentiellement vous avez aussi un peu peur de demander à trop de gens ou que c'est pas trop, vous n'êtes pas forcément à l'aise aussi, c'est pas forcément de la peur et du coup, bah, au final, sachant qu'un taux de conversion, il va pas être 100, vous n'allez pas avoir 100 des patients que vous allez contacter qui vont vous laisser un avis. Ça reste quand même limité en termes de nombre d'avis que vous allez réussir à obtenir. Ça, c'est particulièrement bien si vous voulez avoir des avis qui sont très qualitatifs, c'est-à-dire vraiment avec des «éloges» entre guillemets ou quelqu'un qui va prendre le temps de vraiment faire un message pour vous et ça, c'est une très, très bonne approche à faire quoi qu'il arrive. Hem Et donc on va passer à une dernière approche que pas la dernière pardon, mais la dernière que vous pouvez faire un peu manuellement, c'était ça que je voulais dire. C'est ce que j'appelle, le mail intelligent mais non ciblé. Alors c'est beaucoup plus performant que l'approche, précédente ultra ciblée en termes de volume. Ça va couvrir tous les patients sans risquer, d'oublier, des patients qui vous auraient laissé un avis et que potentiellement vous n'auriez pas osé contacter. Ça reste chronophage parce que du coup pour l'instant on est sur une description manuelle de l'approche, donc si vous le faites manuellement, ça reste chronophage. Mais l'idée, quelle est l'idée ici? C'est de rédiger un mail, à envoyer après la consultation à tous vos patients. Et donc ce sera un template évidemment, mais même ça prend quand même du temps parce que du coup, c'est à tous les patients et c'est ça qui va prendre du temps. Cet email doit demander au patient un retour sur son expérience. Donc
Là, vous allez avoir une double redirection, donc c'est-à-dire que dans le mail, vous allez avoir 2 liens. Vous allez lui demander un retour d'expérience. Est-ce que vous êtes satisfait ou pas satisfait? Et si, le patient est satisfait, vous allez directement le rediriger vers Google. Et si le patient n'est pas satisfait, et là, vous allez le rediriger plutôt vers un formulaire, interne. On va discuter un petit peu de comment est-ce que ça peut se faire, par la suite. Donc ça, c'est intéressant parce que, ça vous permet de saisir toutes les opportunités d'avis positifs, hein. Là, on est vraiment sur on a envoyé le mail à tout le monde, donc toute personne qui aurait pu poster un avis positif, vous l'avez sollicité, donc vous en loupez pas. Ça vous permet de gérer les retours négatifs en interne, donc d'éviter que des personnes qui soient pas hyper satisfaites, bah, le fassent sur Google et vont le faire en interne sur un outil, un formulaire que vous aurez fait en interne et on va en parler, après. Et ça vous permet aussi d'agir rapidement, bah, sur les patients insatisfaits, vous les voyez rapidement parce qu'ils ont répondu, vous pouvez tout de suite intervenir. Hem, donc il faut avoir conscience que si vous aviez potentiellement laissé quelqu'un qui était insatisfait laisser un avis sur Google, sans avoir fait ce système, bah, voilà, l'avis peut être mal interprété, il peut nuire à votre réputation et à la place, là, vous avez un système où le patient, il a la possibilité d'exprimer son mécontentement directement auprès de vous. Et donc ça vous offre l'opportunité bah, d'essayer de clarifier un malentendu, d'apporter une réponse à sa problématique, proposer une solution, donc de rattraper en fait, heu, le patient. Et surtout ce qui est intéressant, c'est qu'il faut avoir vraiment conscience que dans la psychologie humaine, lorsque vous avez quelqu'un qui est insatisfait, et que vous arrivez à à lui expliquer ou à en tout cas, vraiment heu lui faire comprendre qu'il y a un malentendu et aller jusqu'à même, le satisfaire, bah, en fait, vous déclenchez un déclic qui souvent va transformer des personnes insatisfaites en ambassadeurs et ça devient hyper puissant. Ça va renforcer aussi la confiance de vos patients. Et de manière générale, c'est quand même une approche qui est plus saine et constructive, hein, de d'avoir cette approche on parle directement aux professionnels de santé plutôt que d'aller, exprimer en public, potentiellement son insatisfaction. Alors, la structure du mail. Donc, l'idée, c'est que dans le mail, dans un premier temps, heu, on va lui demander comment s'est passée la consultation. Donc vous allez faire un mail qui est humain, un template, qui va leur demander: «Voilà, on espère que vous êtes bien rentrés chez vous et cetera. On aimerait savoir, bah, comment s'est passée votre consultation? Quelle a été votre expérience?» Et l'idée, c'est de lui faire comprendre que c'est pas dans une démarche d'avis Google. On va jamais mentionner Google particulièrement dans le mail, hein. L'idée, c'est de dire que c'est dans une démarche d'amélioration continue. Vous avez envie et c'est vrai, l'idée c'est de vous améliorer votre pratique. Et donc vous allez lui demander: «Est-ce que vous êtes satisfait?» Et si oui, bah, cliquez sur ce bouton et je dis bouton, mais ça va être un lien quand vous le faites manuellement, vous mettez un lien dans votre mail. Si vous êtes satisfait, cliquez sur ce lien. L'idée c'est de lui prendre le moins de temps possible, de lui expliquer que ça va lui prendre le moins de temps possible. Il a juste à cliquer sur un lien s'il est satisfait ou cliquer sur un autre s'il ne l'est pas. Et donc, qu'est-ce qui va se passer en fait? Ces liens, c'est que le lien satisfait, ça va le renvoyer vers le formulaire Google où il pourra directement laisser un avis, positif. Maintenant, la personne qui est insatisfaite, le lien, ça sera un lien vers un formulaire. Donc les formulaires, vous avez plein de solutions en ligne, gratuites qui vous permettent de faire des formulaires. Vous avez Google, hein, Google Forms qui vous permet de faire des formulaires. Vous avez, Typeform qui vous permet de faire des formulaires et je pourrais en citer, plein d'autres. L'idée étant simplement de les rediriger vers un endroit où ils pourront écrire leur insatisfaction et où vous pourrez la collecter, derrière. La limite, du coup, c'est que, bah, on reste sur un système qui est manuel. Même si c'est un template, bah, vous allez l'envoyer à tout le monde et donc du coup, ça reste chronophage. Et on en vient du coup à la dernière approche, c'est l'automatisation par une solution pro, dont DocPilot, mais on n'est pas les seuls effectivement à faire ça. Donc il y a des outils qui existent pour automatiser tout ce processus et nous on en est un. C'est évidemment la méthode la plus efficace parce que du coup on va utiliser toutes les techniques dont on a parlé, mais ça va être automatisé et vous, ça va vous prendre, bah, du coup le moins de temps possible. Donc l'idée, c'est vraiment d'inciter les patients satisfaits à partager leur expérience de la manière la plus fluide et régulière possible. Donc moi, je vais vous parler de ce que je connais, c'est-à-dire, DocPilot, pour vous dire comment est-ce que ça peut fonctionner ce type de solution. Les autres solutions qui existent sur le marché fonctionnent peu ou prou de la même manière, donc voilà.
La solution, elle est pensée, spécialement pour les professionnels de santé. Et donc l'idée ici, ça va être d'avoir un système qui va, se connecter directement à votre agenda, Doctolib et identifier automatiquement les patients, qui ont honoré leur rendez-vous. Et à partir de là, en fin de journée, ces patients vont recevoir de manière automatique un email personnalisé, alors personnalisé parce qu'il s'adresse directement à la personne, et bienveillante, mais en fait, on se retrouve dans le scénario du mail, intelligent, non ciblé. Alors je dis non ciblé parce qu'en fait, il est envoyé à tout le monde. Donc c'est envoyé depuis le nom du médecin, hein, c'est p vous utilisez une solution, mais il y a bel et bien écrit, docteur untel, donc le patient identifie très bien que le mail, vient de vous, et ça les invite effectivement à participer, à partager leur expérience, comme on l'a vu, juste avant. Donc l'apport d'une solution, pro, particulièrement, comme je l'ai dit, ça va avoir la même structure, que le mail intelligent, non ciblé. Mais sauf que tout va être conçu ici pour limiter la friction et maximiser, votre confort d'utilisation et celui de vos patients. Votre confort parce que, bah, vous avez rien à faire, hein, l'outil il tourne tout seul et vous n'avez pas à vous en soucier. Et côté patient, bah, parce qu'en fait, on va faire en sorte qu'il ait juste à cliquer sur un bouton, il arrive directement sur le formulaire, il n'a pas à se poser la question de où est-ce qu'il faut aller et il met directement son commentaire ou sa note en 2 secondes, donc c'est réglé. Heu le mail, il est bien structuré et optimisé pour bien convertir. On va avoir un code couleur pour faciliter la compréhension, que ça soit hyper simple pour l'utilisateur. Les redirections, bah, comme on l'a dit, il y a une redirection pour les patients satisfaits qui vont directement sur Google et pour les patients insatisfaits, on va rediriger vers un formulaire interne, heu, propre à la plateforme pour le coup, donc c'est pas des solutions comme, Typeform, et autres. Tout ça sur un ton bienveillant. On va avoir une interface qui va être, optimisée pour consulter ses avis. Donc, vous allez pouvoir vraiment voir les avis, voir qui est-ce qui a laissé quoi et cetera, voir son mail pour pouvoir le contacter et des fonctionnalités qui viennent enrichir, Doctolib. Donc directement sur Doctolib, nous, personnellement, on va venir rajouter des fonctionnalités, qui vont permettre, bah, directement sur votre outil de travail de tous les jours, de pouvoir dire: «Bah, non, cette personne-là, j'ai pas envie qu'elle reçoive un email particulièrement parce que, je sais pas, c'est une personne que je sais qu'elle est de mauvaise foi et on n'a pas eu une bonne relation particulièrement et donc j'ai pas envie de la solliciter particulièrement». Ou alors il y a une personne que vous avez envie de spécifiquement de solliciter, vous pouvez envoyer manuellement un mail. Hem, donc c'est un outil qui est très efficace, intuitif et qui fonctionne, en tout cas sur tous les clients et c'est normal parce qu'il est pensé en fait pour fonctionner puisqu'il y a ce système de redirection. Ça va vous permettre d'avoir, des avis authentiques, donc c'est-à-dire qu'on n'est pas en train d'essayer là, on n'est pas sur des questions d'avis, faux avis qui sont allés acheter, dans je ne sais pas quel pays et cetera. C'est vraiment les avis de vos patients que vous avez su solliciter de manière intelligente. Donc on a vraiment des avis qui sont authentiques, naturels, qui sont postés régulièrement par de vrais patients. Ça va vous garantir du coup une image, fidèle à la réalité de votre pratique et sans vous prendre du temps. Heu, du coup, les conséquences, effectivement, c'est ce que je vous expliquais, c'est qu'il y a une automatisation qui est complète, donc vous, ça vous prend pas beaucoup de temps et en plus, vous avez un système de blacklist. Il y a aussi un sujet qui est intéressant, c'est le sujet de la gestion proactive. Ça veut dire que je l'ai un peu mentionné, mais j'aimerais préciser un petit peu, c'est-à-dire qu'un patient qui est insatisfait, si vous n'aviez pas une solution comme celle-ci et qu'elle ronge un peu sa frustration, au bout d'un moment, potentiellement, c'est un risque qu'elle aille sur Google et qu'elle émette un avis négatif. Ici, on va venir intercepter ces personnes-là qui ont cette frustration, parce que très, très vite, on va aller leur poser la question, leur donner un canal pour qu'ils puissent exprimer leur insatisfaction et il faut maintenant comprendre les conséquences de ça. C'est que d'une part, heu on va les mettre dans une situation de mise en attente, si vous voulez. C'est-à-dire qu'ils vont poster un message sur une solution, privée sur, l'interface privée et du coup, ils sont en attente d'une réponse de votre part, et tant qu'ils n'ont pas de réponse, déjà, bah, ils vont pas laisser un avis Google parce qu'ils savent qu'ils sont en attente, que vous allez potentiellement répondre et que voilà, donc déjà,
ça vous laisse un petit peu de temps et potentiellement, ils vont abandonner la démarche, si, même si vous répondez pas, même si on vous recommande, nous, personnellement, de répondre. Heu, mais donc effectivement, ça vous laisse le temps de réfléchir au problème, de résoudre potentiellement le problème, et surtout de le rattraper avant que potentiellement, il ait laissé un avis, sur la plateforme. Mais aussi, ça c'est la 1re chose, c'est-à-dire que ça va effectivement vous laisser du temps parce qu'il va être, dans l'attente. Mais il y a aussi une autre chose, c'est que potentiellement les patients, bah, une fois ils se sont défoulés, une fois qu'ils ont vraiment exprimé leur frustration sur une plateforme, ils vont pas aller s'amuser. Très rarement. J'ai dû le voir une seule fois depuis effectivement qu'on a lancé la plateforme et c'était assez exceptionnel, je l'ai jamais revu derrière. Heu, des patients qui vont pas faire: «Et je l'ai mis sur la plateforme et je vais aussi derrière aller mettre un avis, sur Google». Pourquoi? Parce que tout simplement, bah, ça demande beaucoup d'efforts. Une fois qu'ils l'ont fait une première fois, ça y est, ils sont défoulés, ils ont défoulé leur frustration. Ils vont pas aller le répéter. Donc ça vient vraiment couper l'herbe sous le pied parce que vous leur donnez tout de suite un moyen de s'exprimer et ils vont pas aller le faire ailleurs. Bon, là, c'est un résumé de tout, mais comme, le temps passe, je vais, passer, ça résume toutes les techniques, qu'on a vues, ensemble et du coup, on va passer à la dernière partie, méthode efficace pour répondre aux avis négatifs. Parce qu'effectivement, il faut avoir conscience que, bah, ça, c'est inévitable, hein. Même si vous pouvez avoir toutes les solutions, du monde, même avec la nôtre, vous allez quand même avoir des avis négatifs, même si nous, on essaye de les attraper, au vol. Il y a des gens qui vont passer à côté, potentiellement qui n'auront pas eu le message. Bref, ça arrive tout le temps. Je pense qu'on arrive vraiment à diminuer le nombre personnellement, mais ça arrive quand même et ça peut arriver pour plein de raisons. Le retard dans la prise en charge, des malentendus, incompréhension avec la secrétaire, des attentes jugées trop longues. Et certains diront même, de la concurrence déloyale parfois avec des faux commentaires. Ça, bah, ça je sais pas, je l'entends, je sais pas si ça peut être c'est possible. Hem, Maintenant, c'est regrettable, mais ça fait partie de la pratique et ce qui compte avant tout, c'est vraiment la manière dont vous répondez. Et cette réaction, elle va avoir un impact direct sur votre réputation et sur la perception qu'auront vos futurs patients. Donc pourquoi répondre aux avis négatifs? Alors d'abord, ça montre que vous êtes à l'écoute. Les patients, ils savent que personne n'est parfait. Ils savent que des erreurs peuvent arriver et ce qui compte vraiment, c'est la manière dont vous allez réagir à un avis négatif et en répondant avec professionnalisme et empathie, en fait, vous allez montrer que vous prenez en considération les retours et ça, c'est hyper important, et que vous cherchez constamment à améliorer votre pratique et ça montre aussi une certaine humilité, donc ça, c'est très apprécié. Ça améliore l'image, perçue, effectivement puisque une réponse bien formulée, ça va transformer un avis négatif en une opportunité de montrer de montrer, votre personnalité, de montrer au contraire que, bah, à quel point vous êtes, bien. Donc, un patient insatisfait qui voit que vous répondez de manière posée et professionnelle, lui d'abord il peut reconsidérer son jugement et même modifier son avis potentiellement. Mais les autres patients, eux, ils verront que, bah, que vous êtes impliqué, que vous êtes soucieux de bien faire, et même en cas d'incident, de problème. Donc effectivement, ça peut convaincre des futurs patients. Un avis négatif bien géré peut jouer, en votre faveur. Imaginez un patient qui hésite entre plusieurs praticiens et qui lit un avis négatif sur votre fiche. Si vous y avez répondu avec professionnalisme et en proposant, en échange, un échange téléphonique et une solution, ça peut vraiment donner confiance à un futur patient. Ça montre que vous êtes soucieux, et réactif. Alors maintenant, ce qu'il faut pas faire. Alors déjà, il faut pas ignorer, un avis négatif. Ne pas répondre, ça peut donner l'impression que vous vous souciez pas des retours, déjà. Donc ça donne une mauvaise image, peut-être, manque de manque d'être vous n'êtes pas assez à l'écoute, ou vous êtes pas assez, peut-être méprisant, ça peut donner toutes ces images-là. Mais pire encore, ça peut laisser le dernier mot au patient, mécontent. Donc sans la possibilité d'expliquer, de donner du contexte, donc ça veut dire que les futurs patients, bah, en fait, ils verront que sa version des faits. Alors après, il y a le cas particulier de la note négative, sans commentaire. Bah, en fait, il faut quand même répondre. Ça montre au patient que vous êtes à l'écoute, ça montre vraiment votre posture professionnelle et ouverte à l'amélioration. Et dans certains cas, en fait, le patient, ça se trouve, il va répondre et ça va même permettre d'améliorer
la situation, de répondre au problème. Hem, alors il faut avoir conscience, hein, enfin, nous, en tout cas, on a tout à fait conscience que, heu, en fait, vous allez potentiellement répondre dans le vide. Il faut avoir conscience que ça va arriver et c'est hyper frustrant. Heu, le fait de répondre et de poser une question ouverte, par exemple là, par exemple si effectivement, bah, la personne elle a pas laissé de commentaire et vous voulez avoir plus d'informations et qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est votre insatisfaction? Pour montrer que vous êtes à l'écoute, heu et ben, le fait simplement de poser la question, même sans réponse, ça donne un signal positif à toutes les personnes qui passent, parce que ça montre effectivement que vous êtes à l'écoute, même quand il y a pas de commentaires particuliers, heu et donc que vous prenez en compte les retours et que vous cherchez à vous améliorer. Donc voilà, on est toujours dans cette approche. Deuxième chose à éviter, c'est de répondre avec agressivité. Donc ça paraît évident, mais on le voit énormément sur internet. Donc même si l'avis vous semble injuste, infondé, une réponse qui est sur la défensive, émotionnelle, ça risque d'aggraver la situation. Et un échange conflictuel public, ça nuit à votre image et ça peut dissuader des patients. Donc même si vous êtes dans votre bon droit, que vous avez de bonnes raisons, essayer de se justifier et encore plus avec de l'agressivité, c'est pas la bonne approche. On en passe à la troisième chose, pardon, c'est contester publiquement l'expérience du patient. En fait, même s'il a tort, que rentrer dans le débat public en lui expliquant, en essayant d'être dans la contestation, dire qu'il se trompe ou bien même minimiser son ressenti, ça peut sembler, condescendant, méprisant et donc même si vous êtes convaincu qu'il a tort, la posture à adopter, c'est vraiment une posture d'écoute et d'inviter à l'échange privé. C'est d'essayer de lui dire: «Écoutez, je comprends que vous ayez été frustré, moi je vous propose qu'on s'appelle et qu'on essaye de régler le problème et cetera et ça montre que vous êtes à l'écoute. Et alors surtout à ne pas faire, là, c'est rentrer dans le détail du cas patient pour se défendre. Pareil, ça, c'est des choses qu'on a pu voir sur internet. Lorsqu'un patient laisse un avis négatif, il y a vraiment cette tentation de rentrer dans le détail pour essayer d'expliquer: «Il s'est passé ci, il s'est passé ça», et surtout quand c'est injuste. Maintenant, ça vous met non seulement dans une posture, défensive, ça on l'a déjà vu et c'est pas une bonne image, hein, d'être toujours sur la défensive, mais surtout vous risquez de révéler des informations médicales, qui sont spécifiques et donc là, vous rentrez en violation du secret médical. Bon, vous savez que c'est pas bien, passible de sanctions disciplinaires, voilà. Donc même si le patient lui-même, il donne des informations, sur son cas, ça c'est son problème, mais vous, vous ne devez pas rentrer là-dedans. Alors, comme le temps passe, je vais, faire un seul j'avais 2 cas pratiques, mais on va juste en voir un vite fait. Exemple à éviter, je pense que voilà, je préférais celui-là. Un exemple, de réponse inadaptée, ce que vous dites est totalement faux. Vous êtes resté seulement 10 minutes en salle d'attente, donc quelqu'un qui aurait dit, «Il y a trop d'attente, et nous avons fait notre possible, pour vous prendre en charge rapidement. Votre commentaire est injustifié». Non, il faut plutôt aller dans: «Nous sommes navrés d'apprendre que votre expérience n'est pas été à la hauteur de vos attentes. Nous mettons tout en œuvre pour offrir les meilleurs soins possibles». Alors évidemment, le message là, il semble assez, on va dire, standard et il faut essayer de lui donner une touche de ce personnel, mais là, on dit le fond qu'il faut dire et derrière, il faut essayer d'adapter pour le rendre un peu plus humain, bien sûr. N'hésitez pas à nous contacter directement, afin qu'on puisse, comprendre votre situation et cetera et donc à chaque fois, vous allez mettre un petit peu plus d'humain et de spécifique mais c'est ça le fond qu'il faut garder. Heu, les conseils pour répondre efficacement, heu, il faut pas répondre à chaud. Généralement, on est sous la frustration, heu, donc on sait que vous faites de votre mieux et cetera et c'est très difficile de ne pas le prendre personnellement, et surtout qu'un avis négatif, généralement, ça peut vous pourrir la journée parce que ça cogite. Maintenant, il faut prendre le temps de prendre du recul, de se poser la question: «Est-ce qu'il est fondé? Est-ce qu'il y avait bel et bien du retard? Est-ce qu'il y avait un problème de communication, une mauvaise expérience? Est-ce que c'est exagéré? Est-ce que c'est totalement infondé? Est-ce que c'est une critique constructive? Heu Est-ce que le commentaire, il était agressif ou pas? Heu et est-ce que déjà vous pouvez apporter une réponse ou une solution, à cette situation? Donc ça, c'est vraiment les questions à se poser avant de rentrer, dans le sujet. Ensuite, comment répondre? Il faut répondre de manière professionnelle et empathique. Donc c'est visible par tous et ça, vous en avez conscience, donc ça doit refléter votre professionnalité, ce que je disais, le professionnalisme et l'écoute. Et votre engagement envers la satisfaction. Donc ça, c'est tous les éléments qu'on a déjà vus.
Et donc, on est encore sur: «Nous sommes désolés d'apprendre, votre expérience n'a pas été à la hauteur» et puis on met tout en œuvre pour que vous soyez, machin et venez, on s'appelle. Alors évidemment, l'idée, c'est d'adapter, au contexte, chaque scénario, heu et ça, on va voir des exemples, après. Mais le mieux de tout ça, c'est, de, de trouver des solutions proactives. Donc, soit en fait, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement, comme je l'ai dit, vous allez contacter le alors vous pouvez laisser un avis, hein. Quoi qu'il arrive, c'est toujours bien de répondre à un avis négatif. Maintenant, même si la personne ne vous rappelle pas, si elle est identifiée, il faut essayer de la retrouver, il faut essayer de l'appeler. Vous allez contacter le patient et vous allez essayer de faire preuve d'écoute, de calme et de compréhension lorsque vous allez l'appeler. Il faut vraiment être très calme, même si la personne, elle a dit les pires horreurs. Il faut être très calme et montrer que vous avez, que vous êtes sincère, que très certainement il s'agit d'un malentendu, qu'il y avait que c'est une situation peut-être exceptionnelle qui s'est passée, qu'il y a eu un problème. En lui expliquant le contexte qui aurait pu entraîner, peut-être des erreurs ou une incompréhension, vous allez lui proposer, une seconde consultation potentiellement si besoin, hein. Mais surtout l'idée c'est vraiment de le rassurer, de lui montrer que vous êtes là et qu'en fait il vous a potentiellement mal jugé. Parce que derrière, si l'appel se passe bien, et bah, vous allez pouvoir lui demander de retirer son avis et dans une grande majorité des cas, il va le faire si vous arrivez effectivement à bien le rattraper et à bien le convaincre de votre bonne foi. Donc ça, c'est le moyen le plus efficace, hein. Même, vous avez sûrement entendu parler qu'on pouvait, demander à Google de retirer des avis. C'est vrai, mais c'est très compliqué et le moyen le plus efficace, c'est effectivement d'aller appeler le patient en question et d'essayer de lui demander de retirer l'avis. Maintenant, c'est vrai que c'est chronophage, ça prend du temps et du coup, l'idée, le mieux, c'est effectivement qu'il n'ait jamais eu lieu, cet avis. Donc ça, vous le savez, hein, on en a parlé et pour pas que ça ait lieu, le mieux, c'est en amont d'essayer de capter, le patient et donc c'est-à-dire, par exemple, avec le mail, heu, non ciblé mais intelligent où on va rediriger les patients, bah, vous auriez pu directement identifier qu'un patient était insatisfait et l'appeler directement avant même qu'il ait laissé quoi que ce soit sur Google. Heu, 2 secondes juste. OK. Donc là, on avait, quelques exemples. On n'a pas beaucoup de temps, donc je vais passer et de toute façon, je les ai dit, pas mal, à l'oral. Hem, donc répondre, ça permet, déjà directement les, de gérer directement sur votre fiche Google, mais, là, en fait, excusez-moi parce que du coup, j'ai exprimé ce que je devais dire sur cette slide, mais je l'ai dit, juste avant, mais ce que je disais, c'est qu'effectivement, il y a d'une part le fait de potentiellement, heu, bah lorsque quelqu'un met un avis, négatif, d'aller l'appeler pour essayer de lui faire retirer. Mais le mieux effectivement, c'est, qu'il n'écrive jamais ce message et donc du coup, on arrive dans le système qu'on expliquait tout à l'heure. Donc, vous voyez ici, il y a le patient qui est insatisfait. Dans le mail qui est non ciblé, intelligent, il va être redirigé vers le formulaire interne. Vous allez pouvoir prendre connaissance avant même qu'il ait mis un avis sur Google qu'il est insatisfait et du coup, vous allez pouvoir l'appeler et le rassurer avant même qu'il ait envie de laisser quoi que ce soit sur Google. Voilà, donc là, on arrive, à la fin de la présentation. Heu, on a vu ensemble l'impact des avis, sur votre pratique et pourquoi c'est essentiel d'adopter une approche proactive plutôt que subir tout simplement sa réputation en ligne. On a vu les stratégies efficaces avec, le fait d'inciter vos patients satisfaits à laisser un avis, mais sans que ça devienne une charge, supplémentaire sur votre équipe. Donc il y a plusieurs approches que vous pouvez, adopter. Et on a vu les bonnes pratiques pour répondre aux avis négatifs, en préservant, une image et en respectant les règles de déontologie. Donc ce qu'il y a vraiment, à retenir de tout ça, c'est que votre réputation en ligne, elle est pas figée. Elle évolue en fonction des avis publiés, et de la manière dont vous les gérez. Une gestion active est indispensable. Il faut qu'elle soit bien pensée et ça vous permet, de créer une image qui va être fidèle à votre pratique. Vous, ça vous permet d'être serein et de ne pas vous prendre la tête, de diminuer votre stress, et surtout d'instaurer une relation, de confiance. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul, donc il y a des outils comme DocPilot et d'autres, on n'est pas les seuls bien sûr, qui sont là pour vous accompagner, qui vous permettent effectivement d'avoir une solution qui est adaptée et qui grâce à l'automatisation va
vous permettre de pas vous prendre la tête et pas prendre de temps et c'est géré tout seul. Voilà, merci à vous pour votre, attention. J'ai été un petit peu long, je suis désolé, j'ai dépassé, le temps, mais, pour Merci ceux qui Georges. veulent, Merci pour cette présentation avec des moyens très concrets, effectivement, de voir comment gérer sa e-réputation. Effectivement, on arrive à la fin de ce webinaire, donc on vous invite à mettre toutes les questions, si vous avez des questions, de mettre toutes les questions dans le chat et puis on va prendre encore quelques minutes pour y répondre après. Le temps que vous mettez vos questions, je vais prendre quelques minutes pour présenter Médéré et présenter nos offres de formation qu'on propose à tous les professionnels de santé. Donc l'objectif de Médéré, comme je vous le disais au départ, c'est un organisme de formation qui a pour but d'accompagner la formation professionnelle des professionnels de santé. On essaye de choisir les meilleurs experts pour vous accompagner dans vos formations. On a en fait, toutes nos formations sont validées, DPC, donc elles sont 100% prises en charge et indemnisées par le DPC. On a différents types de formats pour s'adapter au mieux, à vos contraintes, qu'elles soient professionnelles ou personnelles. Donc avec des formats en présentiel pour permettre de se rencontrer, des formats en classe virtuelle, pour pouvoir échanger tout en étant, depuis chez soi et puis des formats en e-learning qui permettent souvent de découper les formations en petits moments au moment où ça nous arrange, justement. On a plus de 100 thématiques, plus de 400 heures de vidéos et puis on essaye vraiment de vous accompagner, au mieux dans toutes vos démarches, puisqu'on sait que parfois c'est pas toujours facile, dans le DPC. Donc voilà, on a une série de conseillers qui sont là pour vous accompagner et on a des plutôt bons avis effectivement, sur nos formations. Un autre point fort vraiment pour nous, c'est de se rencontrer et d'échanger. Et donc, c'est les rencontres Médérées qui ont été créées il y a quelques années maintenant. On en est à la 6e édition. La prochaine édition aura lieu le 4 décembre au Parc des Princes à Paris. Et c'est donc 10 thématiques DPC pour les médecins, 3 thématiques en soirée pour les chirurgiens dentistes, des soirées de formation, enfin des journées et soirées de formation qui sont 100% prises en charge, indemnisées et aussi sans avance de frais pour les personnes qui sont éligibles au DPC. Je vous ai donné là quelques petits exemples de nos formations. Il y a par exemple pour les médecins généralistes des formations sur la dermatoscopie, le TDAH de l'enfant à l'adulte ou les dernières recommandations dans l'hypertension artérielle. On peut retrouver pour les pédiatres des formations sur la maltraitance infantile, la vaccination, les anomalies du neurodéveloppement, le surpoids et l'obésité de l'enfant. Pour les médecins psychiatres, on retrouve des formations sur les troubles bipolaires, les addictions et troubles psychiques, l'hypnose en psychiatrie ou encore la maladie de Parkinson. Pour les chirurgiens dentistes, nous avons des formations sur le CBCT, le Combine CT, Inlay, Onlay, Overlay, sur la réhabilitation implantaire complète ou encore sur la photographie numérique en odontologie. Et puis, on a aussi tout un panel de formations qui regroupe, qui sont des formations pluriprofessionnelles et donc auxquelles on peut participer si on d'autres professions que celles que j'ai énumérées auparavant ou si on a envie justement de les faire avec d'autres professionnels, des formations plus transversales comme les perturbateurs endocriniens, la gestion de la violence et de l'agressivité des patients et de leurs familles, une formation sur le Covid long ou encore sur les gestes de premier secours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller voir notre site internet, à nous appeler, à nous envoyer un mail et à nous contacter pour toute question ou idée de formation ou envie de formation à suivre. Et on vous remercie pour votre participation à ce webinaire. Donc, on va maintenant prendre vos questions. On va aller regarder hop, dans le chat. Je crois qu'il y avait déjà au moins une question. Je ne sais pas si Georges, tu la vois. oui. Alors la question: «Comment ça marche DocPilot si on n'a pas, Doctolib?» Alors, c'est une très bonne question. La solution DocPilot spécifiquement, elle a été pensée, particulièrement pour Doctolib. Donc effectivement, bah, si on n'a pas Doctolib sur cette solution spécifique, ça ne sera pas adapté. Maintenant, il y a plein de solutions qui existent, aussi et là, vous les trouverez, sur internet qui, pour le coup, sont pensées pour d'autres types d'agendas, pour faire de l'automatisation. Donc ça, effectivement, c'est à regarder, mais ça existe. Heu et si, vous voulez, on pourra en discuter en dehors, du chat, du du meeting. Donc, je vous remercie à tous encore une fois pour votre participation. On reste évidemment disponible si jamais vous aviez des questions a posteriori pour DocPilot ou pour Médéré.
vous nous retrouverez, sur internet sans grosse difficulté. Merci beaucoup, merci à tous. Merci à Bonne tout le soirée. monde. Excellente fin de journée et de soirée plutôt. Au revoir. Au revoir.